un mode de fonctionnement israélien qui est un peu, par rapport au Liban, celui, Smotrich vient de le dire, vous l'avez cité, qui est donc le ministre d'extrême droite, suprémaciste, de faire du Liban ce qu'ils ont fait de Gaza. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Or, comme vous le savez, l'opposition aux opérations israéliennes à Gaza a suscité une très large condamnation dans le monde. Ce qui veut dire que la guerre qui apparaissait comme une guerre entre guillemets juste pour certains, puisqu'il s'agissait Au-delà de la question du droit international, pas droit international, oui, une sorte de guerre morale. Oui, enfin, parce que là aussi, cette question de droit international, elle revient dans la figure, si vous voulez. On peut se dire que quand un sous-marin américain envoie une torpille sur la corvette dans les eaux internationales, sans qu'il n'y ait eu de déclaration de guerre, effectivement, on est dans un autre système, le système trumpien, où, au fond, le monde a été bouleversé, on s'est émancipé des règles qui étaient construites après la Seconde Guerre mondiale et même après la fin de l'Union soviétique. Donc, on avance dans un système qui est de l'inconnu. Et c'est à ce moment-là que les perceptions, aujourd'hui, me semble-t-il, sont en train, en une semaine, de se transformer. Et justement, sur cette question-là, avant de parler du rapport avec les pays du Golfe, lorsque, effectivement, Israël va jusqu'à envisager, selon certains, une zone tampon, ce qui voudrait dire, dans ces cas-là, que les populations déplacées ne reviendraient pas. Oui. On est bien d'accord. Est-ce que là, ce serait effectivement une faute majeure, effectivement, dans le moment aussi où le Liban était dans une émancipation, un divorce avec le Hezbollah? Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, le Hezbollah avait perdu l'essentiel de sa capacité à influencer le Liban. Il faut bien voir que jusqu'aux frappes, la capacité militaire du Hezbollah, grâce à ce que l'Iran livrait à travers la Syrie d'Assad à l'époque, c'est-à-dire par la route, des missiles, des armes en quantité, etc., était plus forte que l'armée libanaise. Et donc, le Hezbollah faisait la loi au Liban. C'était le Hezbollah qui contrôlait le pays. Ça n'était plus le cas. Et le Hezbollah restait présent, mais sur un mode mineur. Et d'une certaine manière, Israël a tiré parti, l'opportunité d'en finir, mais d'une certaine manière, le remède risque d'être plus terrible que la maladie, si j'ose dire, puisque, comme vous venez de le mentionner, si tant est, et pour l'instant c'est flou, que Israël voudrait faire du Sud un no man's land, que deviendraient les populations qui habitaient là? Et donc elles sont déplacées, et ça a un nom en droit international, si vous voulez. Donc ça va poser toutes sortes de problèmes. Donc, à mon sens, les Israéliens vont sans doute ne pas suivre les propos de Smotrich, mais se retirer une fois que l'opération proprement militaire aura atteint ses objectifs. Ça peut être quoi, une question de jours ? Enfin, je n'en sais rien, mais l'idée, c'est de détruire ce qui a déjà été annoncé par les médias israéliens, des communiqués militaires, à savoir les bâtiments dans lesquels le Hezbollah dissimulait des lanceurs de drones, etc. Ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, fonctionne dans une logique proprement militaire. S'il y a une occupation du Sud et si les gens de la banlieue, les centaines de milliers de personnes qui sont en train de camper, d'aller chez d'autres, avec l'inquiétude de ceux qui n'ont pas très envie non plus de voir des familles de réfugiés venir dans leur appartement. Oui, donc tout ça est en train de ronger le tissu libanais avec, comme je vous l'ai dit, les inquiétudes par rapport au nord et au régime syrien. Gilles Kepel, pourquoi ces drones sur l'Azerbaïdjan? Pourquoi avoir voulu ainsi entraîner, y compris des pays qui jusqu'à présent nous paraissaient quand même éloignés de ces préoccupations-là? Alors, l'Azerbaïdjan est un pays qui est plutôt allié à Israël, dans la mesure où c'est un pays qui est structurellement ennemi de l'Iran. Et donc, l'Iran a décidé qu'il fallait, dans une logique qui est un peu une logique, je ne dis pas de désespoir, mais aujourd'hui, l'Iran n'a quasiment plus que des ennemis autour de lui. Et donc, toute personne qui ne serait pas en soutien de l'Iran est menacée de drones. Alors, c'est une logique qui est quand même extrêmement difficile à tenir sur le moyen terme, parce que le pays est complètement isolé désormais. On voit bien que son corps dirigeant, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution, sont dans une espèce de logique de bunkérisation aujourd'hui. Les funérailles sont repoussées parce qu'effectivement ils ne peuvent pas difficile, oui, évidemment. Et puis, il faut bien voir aussi, ça qui est très important, c'est qu'au mois de janvier, les manifestations très violemment réprimées qui ont suscité le début de ce processus, c'est des manifestations de gens qui étaient plutôt les classes moyennes inférieures, qui étaient le soutien du régime. C'est pas comme Mahsa Amini, il y a 2 ans, femmes non voilées, kurdes. Les gens qui le soutenaient, de toute façon, détestaient le régime des mollahs. Ceux qui ont manifesté, c'était ceux qui bénéficiaient d'une certaine façon du mollah et qui ont été ruinés tout d'un coup par la spéculation des gardiens. Donc le régime n'a plus vraiment de base de soutien. Il est complètement bunkérisé et sa stratégie, c'est de tenir le plus longtemps possible, fût-ce dans des conditions de blocos, si vous voulez, en espérant que ça deviendra de plus en plus coûteux
pour Trump avec les élections, qu'Israël fera de plus en plus de provocations qui vont retourner l'opinion mondiale. Et on est un peu aujourd'hui dans une espèce de course contre la montre inversée. Trump et les Israéliens ont besoin de l'emporter le plus vite possible et les Iraniens s'efforcent d'être résilients le plus possible et en multipliant les cibles, par exemple l'Azerbaïdjan, comme vous venez de le montrer, mais aussi les attaques contre les pays du Golfe pour montrer leur faiblesse d'une certaine façon militaire. Donc ils espèrent que ceci... Et des attaques avec parfois, souvent là, des drones, c'est-à-dire au fond ce qu'ils appellent l'arme du pauvre, oui, mais qui est d'autant plus difficile à contrôler ou à supprimer par les arsenaux en face, voilà, qui eux sont l'artillerie lourde. Oui, et surtout avec des disproportions financières gigantesques. Un Shahid 136, donc le drone Martyr, ça vaut au maximum, les formes les plus performantes, c'est 50 000 €, mais ça peut descendre à 10 000 €. Dans cette analyse, Gilles Kepel explique que le conflit au Moyen-Orient est en train de changer de perception dans l'opinion mondiale. Au départ, la guerre apparaissait pour certains comme une réponse contre l'influence de l'Iran. Mais avec l'ampleur des destructions à Gaza et la possibilité d'un scénario similaire au Liban, l'image du conflit évolue rapidement. Selon lui, une opération militaire peut devenir politiquement risquée si elle provoque des déplacements massifs de population ou la création de zones inhabitées. Dans ce cas, la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans l'opinion internationale et dans le droit international. Cette dynamique rappelle l'avertissement de l'historien militaire B.H. Liddell-Hart: la victoire militaire peut devenir une défaite politique si elle alimente la résistance. Et aujourd'hui, le véritable enjeu semble être une course contre la montre. Certains acteurs cherchent une victoire rapide, tandis que d'autres misent sur l'usure et la transformation progressive de l'opinion mondiale. Et vous, pensez-vous que ce conflit peut encore être contenu ou risque-t-il de s'étendre à toute la région? Avec ça, vous pouvez... Donc il y a une supériorité normalement balistique, j'allais dire, oui, évidemment d'Israël et des États-Unis, mais il y a une supériorité presque tactique, oui, dans le fait de les entraîner à dépenser, à utiliser et c'est bien le problème d'Israël. La guerre ne commençait, moi je l'avais expliqué un peu avant quand on était dans les préparatifs, elle ne pourrait commencer que lorsque le porte-avions Gerald Ford serait en face de Haïfa, parce que lui a une puissance de feu qui peut suppléer à la baisse des missiles antimissiles du côté israélien, parce qu'ils en ont tellement dépensé pendant la guerre des 12 jours, et ça coûte tellement cher qu'ils ne les ont pas refournis, si vous voulez. Mais néanmoins... Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir. Abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.